Alors comme je l'avais dit au précédent épisode, ici nous entrons dans le domaine du probablement que la voie passait par là, même si ça reste plus ou moins probable. Je veux dire, le tracé reste plus ou moins rectiligne. Il a été confirmé par le colonel de Morlaix sur sa carte du Bas-Rhin, mais également par Jean-Jacques Hatt. D'autant plus que du côté de Winsenheim-Korsberg fut découvert un morceau de stèle qui fut identifié comme ayant été dédié au dieu Mercure. Elle aurait fait partie d'un petit sanctuaire, et ça, juste à quelques mètres de la voie. Enfin, petit. On y a trouvé pas mal de choses. Des morceaux de statues et de bas-reliefs, des tronçons de colonnes, des moulures de corniches et la base d'un hôtel. Nous sommes actuellement à la côte la plus élevée de la voie romaine. Ici où la mairie de Winsenheim-Korsberg a décidé de faire bâtir un belvédère qui nous permet de voir notre point de départ, à savoir Strasbourg, derrière nous, et dont nous distinguons la flèche de la cathédrale, je crois, et notre destination à l'ouest, Saverne. Mais alors vous allez me demander pourquoi est-ce que la voie romaine se permet de grimper jusqu'à ces 314 mètres de haut. Après tout, il y avait moyen de trouver un endroit plus bas, comme la route actuelle qui traverse Winsenheim-Korsberg et Wilgotheim qui se trouve 60 mètres plus bas. Il faut savoir que les voies romaines sont le plus rectilignes que possible, donc ça va plus ou moins tout droit. Voilà. Passer par le chemin de la route actuelle, c'est un détour, des virages serrés et un passage de fond de vallon, ce que globalement les Romains évitent. Ils vont le plus droit possible. S'ils n'ont pas le choix, font des virages larges et si possible, les chemins sont surélevés. Tout ce que cette route de fond de vallon n'est pas. Donc finalement, ici où on se trouve au point le plus haut de la voie romaine, est-ce que ce n'est pas le meilleur endroit pour élever un petit sanctuaire au dieu des voyageurs, du commerce et messagers des dieux ? Ça n'est qu'une interprétation toute personnelle, mais je pense qu'elle ne manque pas de pertinence. D'ailleurs, pourquoi est-ce que ça ne marquerait pas aussi un lieu d'étape ? Une mansio romaine ? D'après Nicolas Mengus, tous les 10 à 20 km se trouvait un relais où le voyageur pouvait trouver hôtellerie, écurie et atelier de réparation. Sur le banc communal, on a retrouvé de nombreuses monnaies datant du 3e et du 4e siècle, mais aussi des tuiles romaines au lieu-dit Baumgarten. Après tout, nous sommes à la moitié du chemin entre Saverne et Strasbourg, sur le lieu le plus élevé de la voie. Alors pourquoi pas ? Et là, il faudrait une grande campagne de fouilles très poussée pour pouvoir confirmer ou infirmer l'importance du lieu. Au passage, je tiens à remercier monsieur Laurent Nort, le maire du village de Winsenheim-Korsberg, et Gérard Stieber de m'avoir donné tous ces renseignements sur l'archéologie locale. La descente, ici, c'est la première véritable incertitude. À partir d'ici, nous continuons à suivre la voie romaine telle qu'elle fut écrite sur la carte d'état-major du 19e siècle et qui indique bien que la voie romaine allait tout droit dans cette direction. Nous sommes en train de descendre, progressivement évidemment. Et nous passons sur un lieu-dit nommé Alte Straße, Oldstrasse en alsacien, ou vieille route en français, j'imagine que vous préférez ce dernier terme. Et nous arrivons au Mohrenberg. Alors d'office, on parle bien de berg, que ce soit une montagne ou une colline, un peu énervée, genre plus haute que de simples coteaux. Bref, un obstacle. Et la question est de savoir comment les Romains ont fait pour gérer l'obstacle, parce que si on va tout droit, par là, il y a une pente d'au moins 15% de dénivelé qui nous attend. On descendrait de 35 mètres sur même pas 200 mètres. Avant, dans la montée de Kuttolsheim vers Winsenheim-Korsberg, on était sur une pente douce de 5% en moyenne, avec quelques passages un peu rudes, certes, mais rien de bien semblable à ça. Pour régler la question, 3 solutions. On y va en mode ça passe, sur une route de plus de 15%, là où même les voitures actuelles sont averties d'un danger. Alors imaginez pour des charrettes à chevaux ou à bœufs. Deuxième solution, on fait un ouvrage d'art comme un pont qui passe au-dessus et relie les deux sommets. Mais la pente reste forte d'un peu moins de 10%. Et puis entre nous, j'imagine qu'un tel ouvrage aurait laissé des traces visibles. Troisième solution, on contourne l'obstacle en prenant un chemin moins pentu. De base, l'idée de contourner poserait un problème, vu que ça va en contradiction avec ce que l'on sait des voies romaines rectilignes. Mais c'est probablement ce qu'ils ont fait en passant sur le côté par un chemin que l'on devine très bien sur la carte d'état-major et que l'on trouve encore sur les photographies aériennes des années 50.
Elle descendrait sur le côté en traversant l'actuelle départementale 25 avant de rejoindre la départementale 68. D'ailleurs, on remarquera que le chemin descendant a en partie disparu. C'est facile à voir. Probablement à la suite des redécoupages et des différents remembrements agricoles. Et j'ai eu bien de la peine de retrouver une trace de ce chemin sur les photographies aériennes des années 2000 et même les photos satellites n'ont rien donné. Mais j'ai finalement eu de la chance, durant une canicule, de remarquer sur ce champ qu'un trait vert rectiligne était visible au sol. Il suivait fidèlement le tracé encore présent dans les années 50, certainement la base d'un fossé de bordure de l'ancien chemin. Selon Gérard Coulon, qui a consacré un paragraphe sur les fossés de drainage dans son livre « Les voies romaines en Gaule », il arrive que l'on observe un seul fossé de drainage sur les pentes à légère déclivité, vu que l'eau s'écoule naturellement du côté de la pente sans qu'aucun autre fossé ne soit nécessaire. On en reparlera des méthodes d'utilisation des reconnaissances aériennes. Ici, nous arrivons sur la dernière portion qui nous laisse peu de doute quant à sa nature de voie romaine. Déjà, on remarque, elle est quand même sacrément rectiligne, c'est déjà un indice. Ensuite, elle correspond à la carte du colonel de Morlaix et du schéma de Jean-Jacques Hatt. Et puis à son nom, Holtstrasse, vieille route. Je passe juste à côté du village où j'ai grandi et on a toujours appelé cette route la Holtstrasse. De plus, on est littéralement dans le prolongement de la voie romaine identifiée comme telle sur la carte d'état-major. Et il y a deux indices qui nous permettent de l'identifier comme telle. Sa présence sur les cartes Cassini du XVIIIe siècle, ce qui n'est pas rien puisque sur ces cartes sont surtout présentes les routes importantes. On peut remarquer par exemple qu'ici la voie est de même importance que la voie allant de Wasselonne à Strasbourg. Si on se réfère à la légende de la carte, il s'agit ici d'un chemin pavé. Enfin, la découverte en 1998, au lieu dit Schwarz-Egerten, d'un fragment de statue du dieu Smertrius, apparemment une divinité gallo-romaine assez peu fréquente. Elle fut découverte à peu près à 200 mètres de la voie sur un site où furent également découvertes des fragments dispersés de tuiles et de céramique romaine, ce qui confirme la présence d'un site antique. Mais il n'y a pas eu de fouilles complémentaires pour voir quelle aurait été l'importance de ce site. En attendant, notre but, c'est ce bosquet, j'espère que vous le voyez, sur la butte en face, à peu près à 2 km. Pas celui-là. Non, celui-là non plus. Voilà.